Merci Hervé pour ces mots trop aimables. Si je suis entré à l'Académie royale de Belgique, c'est très certainement grâce à Hervé Asquin qui s'intéresse à la démographie en tant que 18e et historien de l'économie du XVIIIe siècle. Mais il y a une autre personne que je voudrais remercier à nouveau, c'est Guillaume Munch, qui est ici présent, qui est également membre de l'Académie et qui, lui, a eu le mérite de m'amener à la démographie. Je faisais des études d'histoire et il m'a dit un jour, bon, l'histoire c'est très bien, mais la démographie c'est quand même mieux. Et puis la démographie va vous permettre, on se voyait à l'époque, va vous permettre de voyager. Et puis le défi principal du XXe siècle, de la dernière partie du XXe siècle et du XXIe siècle, ce sera l'Afrique. Et puis ça s'est exactement passé comme Guillaume Munch l'avait dit. J'ai voyagé à travers le monde, dans 18 des 9 régions du monde. Et j'ai travaillé beaucoup en Afrique subsaharienne, bien entendu, et en Asie du Sud-Est, qui sont les deux régions actuellement qui connaissent la croissance démographique la plus rapide dans le monde, pour des raisons que je vais vous expliquer. Alors je vais faire un tout petit peu de quelques annonces de logistique. Tout d'abord, il y a mon petit livre « Agir sur les évolutions démographiques » qui est à l'entrée. Il y en a quelques exemplaires qui sont encore disponibles. Il est en 3e réimpression, mais les nouveaux volumes ne sont pas encore arrivés. Donc vous pouvez les commander sur le site de l'Académie au prix imbattable de 5 €. Et par ailleurs, je vous ai amené des États-Unis une feuille, un poster avec toutes les données démographiques du monde. Et j'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques instants. Gardez-le simplement sous le coude pour le moment. C'est un poster qui est préparé par le Population Reference Bureau où je travaille et actuellement, et qui est en français. Et chaque année, nous publions une feuille avec toutes les données démographiques du monde. Le monde, comme vous le savez, est divisé en environ 240 pays et entités géopolitiques, parce que bon, le Saint-Siège, Saint-Marin, etc., Monaco, tout ça compte. Il y a des petites îles dans le Pacifique, des petites îles dans les Caraïbes. Et chaque année, nous publions ces données et nous allons chercher sur les sites Internet de tous les bureaux de statistiques dans le monde les dernières données que nous analysons en interne. Et nous reprenons certaines des données des Nations Unies, puisque les Nations Unies font des projections de population tous les 2 ans, comme vous savez. Les prochaines vont sortir en juin 2015. Et donc ce sera la révision 2015 de World Population Prospects. Et nous avons aussi les perspectives du Bureau américain du recensement qui font également des perspectives et des projections de population. Et donc nous essayons de remouliner tout ça et de le présenter de manière didactique avec également certains graphiques dont je parlerai dans quelques instants. Alors je me suis beaucoup creusé la tête pour savoir quel était le rapport entre Lavoisier et la démographie. Et j'ai commencé par aller admirer le fameux tableau de David Lavoisier et sa femme au Metropolitan Museum à New York il y a quelques mois. J'ai acheté une biographie de Lavoisier, donc je me suis documenté. Et en fait, le nom de Lavoisier, je pense, a été retenu pour le titre de cette chaire Lavoisier, parce que je crois que les gens qui étaient à l'origine de cette chaire venaient de chez Solvay. Donc les Solvay, ils aiment les chimistes. Mais en même temps, Lavoisier était un esprit assez universel et qui a fait beaucoup de choses, qui a travaillé au système métrique, qui a non seulement fait des découvertes importantes en chimie sur l'oxygène, et je pense l'hydrogène, sans être chimiste, mais qui a aussi été fermier général et qui avait donc une certaine connaissance des finances. Donc il y a un certain lien, peut-être un peu ténu, entre Lavoisier, qui était un esprit assez universel, qui essayait de trouver des passerelles entre les différentes sciences. Et c'est ce qu'on essaye de faire un peu actuellement en démographie, parce que ce n'est pas uniquement des chiffres, c'est des chiffres qui s'imbriquent dans toutes sortes de réalités, qu'elles soient économiques, sociales, religieuses, sociologiques, historiques, etc.
mais en même temps, c'était aussi un esprit curieux et un esprit qui avait probablement une dimension des réalités économiques de son temps, et c'est un peu ce qui lui a valu d'ailleurs d'être finalement guillotiné, puisqu'il était un des fermiers généraux, donc un traître pour le comité de salut public. Alors ça c'est pour Lavoisier. Aujourd'hui je vais parler surtout du paysage démographique contemporain, et demain il y aura une autre leçon, même heure, même lieu, implication de la démographie pour le développement. Le thème général de la conférence, ou des deux conférences, et vous le voyez, la démographie, une dimension cruciale du développement. Alors j'ai pensé qu'il était utile dans un premier temps, et ça c'est aujourd'hui, de vous présenter un aperçu général du paysage démographique contemporain, en insistant sur certains éléments qui nous serviront pour demain. Je ne vais donc pas pouvoir parler de tout aujourd'hui, je vais parler de certaines priorités. Et par ailleurs, demain, je vais essayer de voir quelles sont les implications de la démographie pour le développement, mais il n'est évidemment pas possible en une heure et quart de balayer tous les 19 secteurs de développement tels qu'on les connaissait à la Banque mondiale. Je vais donc choisir certains thèmes particuliers, et je vais surtout travailler demain sur les questions de structure par âge et des implications économiques de la structure par âge, ce qu'on appelle le fameux dividende démographique, j'en parlerai. Et ensuite, je vais essayer de parler d'un autre domaine qui est vraiment un peu à la mode actuellement aux États-Unis, c'est la sécurité démographique, ou le demography security, donc la relation entre les structures par âge et les troubles politiques dans certains pays. Et j'ai même un collègue qui prétend avoir prédit le printemps arabe en Tunisie rien qu'en examinant la structure par âge de la Tunisie. On verra ça demain en détail. Et ensuite, je mettrai évidemment l'accent sur les questions population-environnement et le problème de l'eau en particulier. Mais il n'est pas possible, dans une leçon comme celle-ci, en 1h10, mettons, de pouvoir balayer toutes les 19 secteurs de développement et de montrer les implications de la démographie dans tous ces secteurs. Ce que je voudrais cependant essayer de faire aujourd'hui, en faisant l'exposé sur le paysage démographique contemporain, c'est de vous expliquer à la fois la complexité des choses, le fait que la démographie mondiale n'est pas un tout, elle est fragmentée, il y a différentes situations, beaucoup de choses se passent en même temps, les pays sont dans différentes étapes de leur évolution démographique, et je viendrai là-dessus, mais aussi de vous expliquer quelles sont quelques-unes des implications de ces changements démographiques pour le développement, et également de vous montrer et de vous démontrer, j'espère, que l'on peut aussi agir sur les évolutions démographiques. Et c'est le titre de mon petit ouvrage, qui est un résumé de mon livre principal, World Population Policies, Their Origin, Evolution and Impact, qui a été publié par Springer en 2012. Alors je vais essayer de faire marcher ceci. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le paysage démographique contemporain. Ça, c'est le livre principal qui est apparu chez Springer en 2012 et qui a eu un certain succès parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de titres sur le sujet, donc j'ai trouvé un bon créneau. C'est assez difficile parce que j'ai mis 17 ans de travail. Enfin, c'est quelque chose, un projet que j'ai porté pendant à peu près 17 ans. Mais là, il est sorti pile poil, comme on dit, au bon moment. Et j'ai eu l'honneur d'avoir un compte-rendu assez dithyrambique dans The Economist. Alors ça a lancé le bouquin. Je pense que le livre marche assez bien. Ensuite, il a eu un prix pour meilleur livre en démographie aux États-Unis, à quoi mon fils m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul livre sur la démographie qui était publié chaque année. Donc le livre a bien marché. Je pense que les ventes, c'est malheureusement un livre très cher, les ventes vont bien parce que l'éditeur hollandais m'a même offert un sandwich la dernière fois que je l'ai vu. Donc
Alors le résumé en français, c'est ce que le livre que j'ai publié ici grâce à la collection Académie en poche que je vous recommande. Et maintenant nous en arrivons au vif du sujet, à savoir le paysage démographique contemporain. Et je vais surveiller la montre en même temps. Alors ce qui est assez fascinant dans l'histoire du monde, comme vous le voyez ici, il y a certaines diapositives malheureusement que je n'ai pas pu traduire en français, mais vous connaissez tous l'anglais certainement. C'est que les années nécessaires pour ajouter 1 milliard d'habitants à la population mondiale, eh bien ça a pris pas mal de temps depuis le début de l'humanité. Mettons qu'on commence à compter vraiment à partir de moins 50 000 ans avant Jésus-Christ. Et de moins 50 000 ans jusqu'à 1800 après Jésus-Christ, eh bien, on a eu 1 milliard d'habitants. Alors le second milliard est arrivé, comme vous voyez, beaucoup plus vite, en 130 ans. Et puis il y a eu une sorte d'explosion démographique, littéralement. Et les intervalles entre les milliards d'habitants qui se sont ajoutés se sont raccourcis. Mais là, bonne nouvelle, il semblerait que maintenant, ils vont de nouveau s'allonger quelque peu. C'est-à-dire que maintenant, on se trouve à 7,3 milliards d'habitants sur la planète. Et le prochain milliard, donc on arriverait au 8e milliard en 2024, ce qui démontre un certain ralentissement de cette croissance démographique. Il y a deux chiffres amusants qu'on cite souvent. La population du monde en 1900 était de 1,6 milliard d'habitants. Et en l'an 2000, il faut utiliser les mêmes chiffres, mais il faut les renverser. C'était 6,1 milliards. Donc c'est quelque chose qui marque les esprits quand vous dites 1,6 milliard et puis vous dites 100 ans plus tard 6,1 milliards. Donc on utilise les mêmes chiffres, mais dans un ordre différent. Alors, ça, c'est la partie historique. Actuellement, la population du monde et les projections telles que publiées par le Population Reference Bureau donnent donc une population on est maintenant à 7,3 milliards parce qu'on est déjà un peu plus tard que le milieu de l'année 2014. Et puis on doit arriver vers 9,6 milliards en 2050 pour la population globale. Alors là, c'est plus ou moins certain parce que les gens qui vont vivre en 2050, votre serviteur excepté, sont déjà nés et vont atteindre 2050. Donc pour les projections, sur un horizon, mettons, de 35 ans, on a un certain degré de confiance dans les projections. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, quand on s'éloigne et qu'on va jusqu'à la fin du siècle. Et là, on parle de chiffres de population qui sont quand même beaucoup plus élevés. Je vais y venir dans un instant. Alors, une petite note sur les pays développés et les pays en développement. Alors ça, c'est un peu un sujet un peu controversé. Les Nations Unies considèrent les pays développés, l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, l'Europe, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et c'est tout. Et les pays en développement, c'est le reste. Alors, en fait, on pourrait dire qu'Israël est un pays développé, la Corée du Sud sont des pays développés, Singapour, dont on parle beaucoup, avec le décès de l'ancien président il y a quelques jours, est également un pays développé. Mais ça, c'est la façon dont les choses sont établies pour le moment. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas avec les projections de 2015 des Nations Unies qui sortent en juin, je le rappelle. Ensuite, à l'intérieur des pays en développement, vous avez des pays moins avancés, les Least Developed Countries, qui représentent à peu près 1 milliard d'habitants actuellement. C'est ce fameux bottom billion dont on a beaucoup parlé. Il y avait un économiste de Oxford, Paul Collier, qui parlait du bottom billion, un livre qui a eu beaucoup de succès. Et ce groupe-là va évidemment augmenter assez rapidement parce que c'est un groupe où la fécondité est élevée. Et ça, je vais y venir aussi dans quelques moments. Et enfin, je vous donne pour les 5 continents les différentes populations.
Et actuellement, je voudrais attirer l'attention sur l'Afrique où il y a à peu près 1 milliard d'habitants. L'Afrique subsaharienne, parce que ça c'est l'Afrique avec l'Afrique du Nord. Et en fait, le 21e siècle sera probablement, à mes yeux, le siècle de la démographie africaine, parce que de 1 milliard, on pourrait très bien voir une population qui passe à près de 4 milliards d'ici la fin du siècle, en 2100. Mais tout ça dépend bien entendu des projections que l'on fait, ça dépend des résultats des différentes enquêtes. Les Nations Unies ont fait cela en 2012 et en projetant le Nigeria, poids lourd de la démographie africaine avec une fécondité élevée de 6 enfants par femme, mais au dernier résultat de l'enquête de démographie et de santé, la fécondité serait tombée à 5,5 enfants. Un demi-enfant sur une période aussi longue pour un pays aussi peuplé donne évidemment à terme, à la fin du siècle, des résultats très différents. Donc on verra ce que vont donner les nouvelles projections de 2015, juin 2015. J'attends cette date avec impatience. Ici, vous avez, de nouveau pour les projections des Nations Unies de 2012, qui ont été publiées en 2013, vous avez 3 projections principales. Ici en bleu, la projection moyenne, et on arrive à une population en 2100 qui tourne autour de 11 milliards d'habitants. Donc actuellement, on est à peu près 7,3 milliards. On va encore accueillir, selon une projection moyenne de fécondité, c'est-à-dire que la fécondité arriverait à la fin du siècle à 2,1, le fameux niveau de remplacement de la fécondité, le niveau de fécondité qui permet de remplacer les générations, le fameux 2,1, on arriverait à peu près à 11 milliards. En revanche, si la fécondité était supérieur d'un demi-enfant, 2,5 enfants en 2100, on arriverait à peu près à 16 milliards d'habitants. Et en revanche, si la fécondité baissait et arrivait en 2100 à 1,5 enfants par femme, c'est-à-dire un demi-enfant en dessous du niveau de remplacement, on arriverait à une population à peu près de 8 milliards d'habitants qui aurait déjà, comme vous le voyez, connu un pic déjà dans les années 2060-2070. Donc de ce graphique, il y a une dernière hypothèse évidemment qui est une hypothèse un peu farfelue à mon avis, c'est l'hypothèse d'une fécondité constante. Et alors là, on arrive à 28 milliards d'habitants en 2100, à supposer que la fécondité ne bouge plus, reste calée sur les valeurs actuelles. C'est un peu tiré par les cheveux, et c'est simplement une hypothèse que les Nations Unies publient, mais que personne n'utilise. En fait, le problème de ces projections des Nations Unies, c'est que tout le monde se cale sur la variante moyenne, le medium variant, et c'est assez dangereux, parce que cette variante moyenne suppose, que les pays à forte fécondité vont connaître assez vite une baisse de leur fécondité et une stabilisation autour du niveau de remplacement de la fécondité, le fameux 2,1. Mais aussi, cela suppose que non seulement les pays à forte fécondité vont connaître une baisse de la fécondité, mais que les pays à faible fécondité vont éventuellement voir une remontée de leur fécondité. Or, actuellement, on se trouve, en ce qui concerne les pays à faible fécondité, dans 2 cas de figure. Les pays qui sont un petit peu en dessous, 1,9, 1,8, et ça va plus ou moins bien. Mais alors, il y a des pays qui sont vraiment en sous-fécondité, 1,2, 1,3. Le cas, par exemple, de la Corée du Sud, dont je reparlerai. Et là, on suppose, dans cette espèce de vision un peu à long terme, de convergence, tous les pays vont s'aligner sur les mêmes niveaux de fécondité, mais que tout le monde va s'aligner sur le 2,1, y compris les pays à forte fécondité, y compris les pays à faible fécondité, qui vont voir leur fécondité remonter. Et alors, la deuxième chose qu'on oublie très souvent, c'est que tout se joue finalement sur un demi-enfant de plus, un demi-enfant de moins. Et c'est ce que je vous disais avec le Nigeria, où au lieu de projeter la population avec un indice synthétique de fécondité, nombre moyen d'enfants par femme, de 6 enfants par femme, on le projette avec 5,5.
Mais un demi-enfant sur le Nigeria qui a déjà une population importante, et vous le verrez dans le poster, ça fait évidemment des résultats extraordinairement différents en 2100, puisque selon ces hypothèses des Nations Unies, le Nigeria devait en 2100 devenir le 3e pays le plus peuplé du monde, après l'Inde et la Chine. Donc c'est vraiment, tout ça va se jouer sur des différences assez infimes de fécondité. Alors évidemment, là je travaille actuellement sur le Niger. Le Niger, c'est un peu différent. C'est 7,6 enfants par femme, record mondial. Et là, on ne sait absolument pas quoi faire actuellement. Et il y a une mission qui est d'ailleurs actuellement au Niger. J'ai reçu un email ce matin. Et c'est vraiment un sujet brûlant. Qu'est-ce qu'on fait avec une population qui double en 17-18 ans? Et qu'est-ce qu'on va faire avec 50 millions de Nigériens en 2050, alors qu'il y a déjà actuellement, avec environ 17 millions de Nigériens, une famine tous les 2 ans. Donc on n'a pas véritablement de réponse à cette question. Alors en poursuivant l'exposé, vous voyez que l'essentiel de la croissance démographique, et c'est tiré de mon petit livre, va se produire dans les pays en développement, et moins avancés, puisque les pays les moins avancés, c'est un sous-groupe des pays en développement, et à peu près 98% de cette croissance démographique à venir va se situer, je vais ici jusqu'en 2050, dans les pays en développement. Dans les pays développés, il va y avoir 2% environ de croissance démographique d'ici 2050. Ces 2% vont essentiellement se retrouver finalement aux États-Unis, pays d'immigration, et ces 2% vont venir aussi de cette croissance démographique de pays en développement, puisque beaucoup d'immigrants aux États-Unis viennent de ces pays en développement. Alors, la population du monde, je vous disais tout à l'heure, est répartie dans 240 pays et entités géopolitiques. En fait, il y a à peu près 200 pays, 200, 220, ça dépend comment on compte. Il y a là-dedans des myriades de petites îles dans les Caraïbes, dans le Pacifique, quelques-unes dans l'océan Indien. Il y a des micro-États. Il y a eu également, comme vous le savez, une fragmentation géopolitique ces dernières années, notamment en Yougoslavie, l'ancienne URSS, etc. Mais finalement, il y a 18 grands pays dans le monde qui sont représentés ici en grisé, en gris foncé. Et ces pays-là, États-Unis, Russie, Chine, Inde, etc., représentent à peu près 67% de la population mondiale. Donc la population mondiale se répartit dans 67 grands pays. Alors la définition, je reprends un travail ici de Jean-Claude Chenet et de Jean-Claude Chastelan, le livre Un Institut national d'études démographiques, la population du monde. Ce sont des pays qui ont 100 millions d'habitants ou qui vont avoir 100 millions d'habitants ou à peu près en 2025. Bon, ils ont un petit peu forcé les choses pour la Turquie, qui va arriver à 90 millions. Mais ces 18 grands pays représentent 67% de la population mondiale. Donc tout le reste de la population mondiale, les 33%, se répartissent dans 220 ou 222 pays et entités géopolitiques. Donc il y a une véritable fragmentation. Et c'est un des problèmes qu'on connaît actuellement sur l'Afrique, parce que le continent est fragmenté en une cinquantaine et plus de pays, et que quand on a fait une politique de population, des projections, etc. pour le Nigeria, il faut refaire la même chose pour la Guinée-Bissau, alors qu'il n'y a qu'1,5 million d'habitants en Guinée-Bissau. Donc il y a vraiment un travail qui doit être fait au niveau des États et de chaque État en Afrique, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Alors ici, j'ai mis qu'il y avait 2 candidats potentiels. Ils sont ici, vous les avez reconnus certainement, l'Ouganda et la Tanzanie. Et alors, c'est des pays aussi qui pourraient avoir un potentiel de croissance démographique important. Et je vous dirai pourquoi il y a ce potentiel de croissance démographique et qui pourraient éventuellement se retrouver dans ces grands pays d'ici 1 ou 2 décennies. Mais rien n'est joué parce que maintenant, aux dernières nouvelles, le président Museveni
a finalement trouvé que la démographie, c'était quand même une chose importante et que peut-être qu'une baisse de fécondité permettrait au pays de capturer le dividende démographique. Mais je reviendrai là-dessus. Alors, je prends ici les 8 plus grands pays en 2014 et en 2050. Et alors, la chose qu'il faut observer ici, évidemment, c'est le renversement dans la liste entre la Chine et l'Inde, puisque l'Inde va dépasser la Chine d'ici quelques années, d'ailleurs, c'est assez proche, parce que la fécondité, la baisse de fécondité n'est pas encore aussi rapide en Inde et n'a pas été aussi rapide qu'elle le fut en Chine pour différentes raisons, notamment la politique chinoise de l'enfant unique édictée en 1979. Alors, États-Unis, troisième grand pays, Indonésie, Brésil. J'ai mis le Pakistan en gras parce que je vais revenir sur le cas du Pakistan dans quelques temps. Et enfin, le Nigeria, qui est quand même un poids lourd, et le Bangladesh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui est actuellement à peu près 150, 160 millions d'habitants, mais qui va toujours en accueillir environ 40 millions de plus d'ici 2050 pour des raisons de structure par âge. Je reviendrai là-dessus également. Je continue avec ce graphique que vous connaissez tous certainement, c'est celui de la transition démographique. Et la transition démographique, c'est simplement un passage d'un régime de forte natalité et de forte mortalité en équilibre à un nouveau régime en équilibre de faible natalité et de faible mortalité, mais de nouveau en équilibre. Mais le problème, c'est que la mortalité fléchit en premier lieu et seulement ensuite la fécondité avec un certain retard. Et la différence entre les deux taux, le taux brut de natalité et le taux brut de mortalité, vous donne simplement l'accroissement naturel. C'est très simple. Donc c'est la différence entre ces deux courbes qui explique l'explosion démographique, la croissance démographique, etc. Alors si vous avez une croissance démographique, mettons à 3% par an dans certains pays, au Niger, on est presque à 4% par an. Vous avez un doublement de la population en 23 ans. C'est vraiment très rapide. Au Niger, on est presque en 17-18 ans. Enfin, ça va très très vite. Et ce qui va se passer, je pense, et ça c'est le schéma classique de la transition démographique, ce qui va se passer, c'est que finalement, je crois qu'il y a 3 moteurs de la croissance démographique. Le premier, je me souviens que c'était mon professeur Guillaume Wunsch qui nous parlait de ça à Louvain, et je ne l'ai pas oublié. C'est la baisse de la mortalité. En fait, si j'ai du travail en tant que démographe, c'est parce qu'il y a eu une baisse extraordinaire de la mortalité. C'est parce qu'il y a eu une révolution de la survie, surtout infantile et juvénile. S'il n'y avait pas eu des médecins qui avaient amené des vaccins et de manière exogène dans beaucoup de pays, je n'aurais pas de travail en tant que démographe, ou presque pas. Donc cette baisse de la mortalité est très importante, et dans certains pays où la mortalité infantile et juvénile est très élevée, je parle de l'Afrique essentiellement, de l'Afrique subsaharienne, où il y a à peu près des taux de mortalité infantile qui sont 20 fois plus élevés que ce qu'on connaît en Europe occidentale, un ordre de grandeur, on va connaître, si tout va bien, s'il n'y a pas une régression des efforts en mortalité, on va connaître un surcroît de croissance démographique, à moins qu'il y ait des épidémies de type Ebola qui prennent des tournures catastrophiques, etc. L'épidémie de sida, par exemple, a changé la pyramide des âges dans certains pays, mais n'a pas remis, dans certains pays d'Afrique australe, mais n'a pas remis véritablement en question la croissance démographique, même si certains pays d'Afrique australe ont atteint des niveaux de croissance démographique qui voisinent ou qui sont tous un tout petit peu au-dessus de zéro. Vous verrez dans la feuille que je vous ai donnée, il n'y a pas eu de remise en cause fondamentale de la croissance démographique à cause de l'épidémie de sida. Et donc le deuxième moteur de cette croissance démographique, c'est qu'on connaît une baisse plus lente de la fécondité, et surtout des paliers dans la baisse, les fameux fertility stalls, les temps d'arrêt dans la baisse de fécondité. Et ces fertility stalls se sont passés dans beaucoup de pays, même l'Indonésie en a connu, le Bangladesh en a connu, le Kenya bien entendu. Il y a toute une série de pays, en Afrique entre autres, qui ont connu
des baisses extrêmement rapides de fécondité et surtout des paliers, des arrêts dans la baisse de fécondité. Et enfin, il y a le problème du momentum de population, ce qu'on appelle aussi l'élan démographique, qui est l'effet de la structure par âge, sur lequel je vais revenir dans quelques moments, parce que c'est vraiment un phénomène très important qui n'est pas très bien compris souvent par les hommes politiques ou les policy makers, ceux qui font les politiques. Et donc, ça sont les trois moteurs de la croissance démographique. Mais en plus de cette transition démographique, il y a eu une transition épidémiologique. Il y a eu un déclin des maladies infectieuses et l'apparition de maladies non communicables et chroniques. Et certains pays, d'ailleurs, ont les deux problèmes en même temps. Ils ont le problème des maladies communicables et le problème des maladies non communicables, des maladies infectieuses. L'exemple typique, Sri Lanka, qui a les deux... Le dual burden, les deux fardeaux, si vous voulez, épidémiologiques. Il y a eu des programmes extraordinaires de survie de l'enfant qui ont été menés dans beaucoup de pays. Je prends l'exemple, j'aime bien cette photo du Bangladesh, où on donne des vaccins aux enfants, réhydratation orale. D'ailleurs, ces selles de réhydratation orale ont été expérimentées en premier lieu au Bangladesh. Et ensuite, les moustiquaires imprégnés, qui ont permis de freiner la transmission de la malaria. Donc il y a eu un véritable travail, notamment financé par les fondations américaines, la fondation Gates qui s'est investie avec des programmes de vaccination, etc., qui ont permis d'assurer une révolution de la survie, surtout pour l'enfant et donc l'enfant, c'est-à-dire les enfants entre 0 et 1 an, les nouveau-nés, et les enfants entre 1 et 4 ans révolus ou 5 ans exacts. Donc c'est cette mortalité en dessous de 5 ans. Et quand vous la faites baisser, évidemment, vous augmentez l'espérance de vie et vous augmentez le nombre de gens qui survivent. Et vous augmentez, puisque la mortalité baisse très vite, comme on l'a vu, vous augmentez la croissance démographique elle-même. Alors, une troisième transition, donc il y a la transition démographique, il y a la transition épidémiologique. On parle également d'une transition migratoire. En fin de transition, des pays cessent d'envoyer des immigrants et accueillent actuellement des immigrés. C'est un peu le cas de l'Europe occidentale actuellement, qui est en train d'accueillir beaucoup d'immigrés et qui envoie moins d'immigrés à l'extérieur. Je voudrais revenir maintenant sur un problème fondamental, c'est celui du momentum de population. Vous connaissez tous le graphique des pyramides des âges et je vais y venir dans la section suivante. Mais quand vous avez beaucoup de jeunes sur le marché matrimonial qui vont entrer en union et qui vont avoir des enfants, la population continuera à augmenter même si la fécondité diminue. Et ce momentum peut d'ailleurs être positif, comme c'est le cas en Afrique actuellement, mais il peut être négatif quand il n'y a pas assez d'enfants. Et c'est le cas actuellement de la Russie, qui essaye malgré tout d'avoir une politique pronataliste pour faire redresser la fécondité. Mais la structure par âge est tellement abîmée qu'il est très difficile de faire remonter la population. Donc ce momentum de population, qui est un effet de structure, et la démographie, c'est un peu l'analyse, si vous voulez, du mouvement de la population, donc natalité, mortalité, migration, qui génère une structure par âge, c'est la pyramide des âges, mais en même temps, cette pyramide a un effet de feedback sur le mouvement des composantes démographiques. Et c'est cet effet de feedback de structure par âge très jeune qu'on appelle le momentum de population, l'élan démographique, et qui est un surcroît de croissance démographique. Si vous prenez un pays typique d'Afrique avec une structure par âge très jeune, et que vous décrétez par que ce soir la fécondité va atteindre le niveau de remplacement, eh bien la population va continuer à augmenter pendant à peu près 60-70 ans, rien que par l'effet induit, l'effet de structure par âge de la population. Et la population pourrait même, pendant cette période de temps,
70 ans, même 75 ans, doublé, c'est-à-dire, ou même plus que doublé. C'est-à-dire que cette question de momentum de population est très importante. Alors actuellement, dans les pays à forte fécondité, on observe une sorte de hiatus, si vous voulez, entre une baisse très rapide de la mortalité infanto-juvénile, donc infanto avant 1 an, juvénile avant entre 1 an et 5 ans, et en contrepartie, si vous voulez, j'emploie l'expression du démographe Jack Caldwell, une lente érosion de niveaux élevés de fécondité. Il y a une lente effritement, si vous voulez, de niveaux très élevés de fécondité, et ces niveaux de fécondité baissent, et puis à un moment s'arrêtent dans la baisse, donc les fameux stalls, les fameux temps d'arrêt, et puis on reprend une baisse de fécondité. Et c'est un peu cette sorte de disconnect, comme disent les Américains, ce hiatus entre ces deux phénomènes qui explique en partie la croissance très rapide actuellement de la population en Afrique. Alors après ce premier tour d'horizon que j'ai brossé à large trait, j'en arrive maintenant aux questions de structure par âge, mais avant ça je voudrais vous montrer un graphique pour le Pakistan et vous montrer que pour le Pakistan, qui a actuellement une fécondité d'environ 4 enfants par femme, ils sont un peu à 3,8 maintenant, la population va augmenter à des niveaux extrêmement élevés et de plus en plus élevés, plus on tarde à arriver au niveau de remplacement. C'est ça l'objet de ce graphique. Plus on tarde à arriver au fameux 2,1, plus on va avoir un effet induit de croissance démographique. Et ceci, c'est de l'université de Berkeley, et je vais revenir sur le cas du Pakistan tout à l'heure. J'en arrive maintenant à une deuxième section de cette présentation sur les structures par âge, les fameuses pyramides. Alors les pyramides, vous les avez sur le poster. Vous le verrez chez vous, je crois qu'on ne va pas le déplier maintenant. Mais ceci est tiré de cette feuille de données démographiques 2014 et elle montre finalement quelle était la population du monde en structure, la pyramide des âges en 1970. Alors les hommes à gauche, les femmes à droite comme toujours, et à quel niveau maintenant se trouve, quelle est la forme actuelle de cette pyramide. Et qu'est-ce qu'on observe ici? C'est une rectangularisation de la pyramide des âges du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une baisse très importante de la fécondité dans le monde, en partie, bien entendu, grâce à l'expérience chinoise qui a connu une baisse très rapide, mais aussi d'autres pays asiatiques comme l'Inde, etc., qui ont connu des baisses importantes. Et donc on voit que cette structure par âge va se rectangulariser et que donc vous allez avoir plus d'actifs de manière relative dans le reste de la population et moins de dépendants. Les dépendants sont les gens de moins de 15 ans, de moins de 19 ans, ça dépend comment on calcule, et auxquels il faut assurer éducation, santé, etc., pour qu'eux puissent devenir des travailleurs productifs dans l'économie. Et alors, cette structure par âge, elle est très importante, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça va être l'élément pour demain, quand je vais parler du dividende démographique, qui est un surcroît, une progression, une augmentation, si vous voulez, du produit intérieur brut, grâce justement au changement de structure par âge, parce que vous avez beaucoup plus d'actifs, à supposer qu'ils trouvent un emploi rémunéré, et vous avez beaucoup moins de dépendants ici à la base de la pyramide. Mais alors ici, ce que j'ai fait dans les 3 prochaines diapositives, c'est de vous donner 3 types de pyramides totalement différents, et dans des situations totalement différentes dans le monde. D'abord le Niger, c'est une pyramide assez pyramidale, sauf, me direz-vous, qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont absents. Vous voyez une échancrure ici, et en fait ces hommes libyens sont pour la plupart en Libye, mais sont revenus de Libye suite aux événements de Libye, puis sont retournés en Libye. Donc vous avez 200, 300, 1000 personnes du Niger qui sont allées travailler en Libye. Du côté des femmes, en revanche, c'est beaucoup plus régulier. Mais vous voyez toujours à la base de la pyramide une base très élargie, ce qui signifie
tout simplement que la fécondité est toujours très élevée. Vous avez toujours beaucoup de naissances et beaucoup de gens qui rentrent à la base du système de la pyramide. Et ce n'est que plus tard, quand il y aura une baisse de fécondité, qu'il va y avoir une rectangularisation, la fameuse rectangularisation ici à la base de la pyramide, quand finalement les naissances, on va stabiliser le nombre de naissances, si vous voulez. C'est ça qui est vraiment fondamental pour atteindre un dividende démographique dont on parlera plus tard. Ici, c'est les États-Unis, pyramide très différente, mais qui est pourtant alimentée en partie par l'immigration, mais qui est déjà beaucoup plus rectangulaire et qui a déjà connu une transition démographique aboutie, je dirais. Et actuellement, la fécondité, l'indice synthétique de fécondité, nombre moyen d'enfants par femme, est aux États-Unis d'environ 1,9. C'est dans le poster que vous verrez. Et enfin, autre exemple encore plus avancé, si je puis dire, la Corée du Sud, où il y avait récemment la conférence de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population à Busan. Et là, on voit qu'il y a une pyramide beaucoup plus abîmée avec un déficit de naissance. Et je crois qu'ils sont actuellement à 1,3 en nombre moyen d'enfants par femme en Corée. Et ils ne savent pas très bien comment faire remonter la fécondité. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile d'avoir des politiques pour faire baisser la fécondité que pour la faire remonter. C'est infiniment plus compliqué de faire remonter la fécondité. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, pour terminer cette section sur les structures par âge, et tout ça évidemment est impulsé, comme vous l'avez deviné, par la fécondité, c'est justement de vous montrer que la population du monde peut se répartir en différents groupes suivant ou selon le niveau de fécondité. Alors il y a 13% d'habitants dans le monde qui habitent dans des pays où il y a 4 enfants par femme ou plus. Ce sont surtout les pays les moins avancés. Les least developed countries sont environ 48-49 pays, dont la plupart, mais pas tous, se trouvent en Afrique subsaharienne. Il y a quand même d'autres pays, Laos, Haïti, qui se trouvent en dehors de cette région. Et ça, c'est 13% de la population. Et ces 13% vont devenir beaucoup plus importants, puisqu'ils ont une fécondité élevée. 39% se trouvent entre le fameux 2,1 et les 4 enfants par femme. Et ça, c'est un groupe de pays assez divers. Je pense de nouveau à Israël, qui est à 3 enfants par femme, ce qui est assez élevé pour un pays relativement avancé sur le plan économique et social. Et enfin, 48% des pays, de la population du monde, vit dans des pays où il y a moins de 2,1 enfants par femme, le fameux niveau de remplacement, les États-Unis, le Canada, l'Europe et de plus en plus des pays asiatiques. Taïwan, la Chine, la Corée dont on a parlé. Donc ce sont tous des pays qui sont en sous-fécondité, voire même en sous-fécondité, qui peuvent donc être menacés par une dépopulation, etc. Alors dans tout ça, je n'ai pas parlé beaucoup de l'urbanisation, mais je vous livre 2-3 données essentielles. L'urbanisation, elle représentait en 2009 environ la moitié de la population mondiale était urbanisée, mais il y a beaucoup de différences dans les définitions du milieu urbain. Il faut 200 personnes en Finlande ou en Norvège pour avoir une ville. Il en faut 15 000 en Inde. Donc c'est très difficile à comparer. Mais disons qu'on se trouve actuellement dans un monde qui est plus qu'à moitié urbanisé, entre guillemets. Et en 2050, on aura à peu près 2/3 des personnes qui seront urbanisées. Il y a donc il y a un peu plus de 3,5 milliards maintenant d'habitants qui sont urbanisés. Dans ces 3,5 milliards, environ 1 milliard, grosso modo, qui habitent dans des bidonvilles. C'est un autre sujet important. Et il y aura à peu près 2/3 des personnes qui seront urbanisées en 2050. En plus, il y a d'autres questions dont on doit parler aussi pour l'urbanisation. C'est la progression très rapide de certaines villes. Vous avez le café instantané, mais vous avez aussi les villes instantanées. En Chine, il y a des villes qui poussent comme des champignons. Donc vous faites votre café instantané le matin, et puis en Chine, ils font des villes instantanées. Et donc, il y a des villes de 4-5 millions d'habitants qui se créent à toute vitesse, avec évidemment un impact sur l'environnement.
Et en plus de l'urbanisation, on pourrait parler aussi des problèmes d'inéquité, de pauvreté. On répartit généralement la population des différents pays en 5 quintiles. Des quintiles, c'est 20% de la population. Il y a les 20% plus riches, les 20% suivants, etc. et les 20% les plus pauvres. J'en parlerai un peu plus demain quand on parlera du dividende démographique. Mais je ne peux pas parler de tout dans cette leçon. Et ce que je voulais faire, c'était vraiment insister sur le problème des structures par âge, parce que c'est ça qui est au cœur, je pense, de la démographie actuellement. La démographie, dans une certaine mesure, ce n'est pas tellement une question de nombre, de vitesse de croissance, etc., mais c'est surtout et de plus en plus une question de structure par âge et de rapport entre les actifs et les inactifs, et surtout aussi de vieillissement de la population. C'est un autre problème qu'il faut garder à l'esprit. Mais maintenant, par rapport à tout ça, et j'arrive à une autre section de cet exposé, je voudrais parler des politiques de population. Vous connaissez tous ce personnage voué aux gémonies, et quand on parle de démographie, on se fait accuser de malthusien en général. L'injure suprême, alors la discussion est terminée. Alors Malthus, en 1798, a publié son fameux essai sur le principe de population, et il a soutenu qu'il y avait un accroissement géométrique de la population, mais un accroissement arithmétique seulement de la production. Donc la production augmente beaucoup moins vite que la population. Alors, siècle suivant, presque 2 siècles suivants, il y a eu une dame que vous connaissez peut-être aussi, Esther Boserup, une Danoise, qui travaillait comme consultante à l'FAO et qui a renversé cette proposition malthusienne. Et au lieu de faire de l'homme la variable dépendante du système, elle a fait de l'homme la variable indépendante du système. Donc l'homme est l'outil, l'acteur principal, et finalement la production va dépendre de l'homme. Donc c'est une théorie de la pression créatrice. Plus il y a de gens, plus on a des techniques agricoles performantes, plus on change les institutions, le rôle des femmes change, etc. Et elle a attaché son nom à ce renversement de la proposition malthusienne. C'est un peu l'anti-Malthus. Alors, en ce qui concerne la population et le développement économique, la pression, il y a d'abord évidemment la pression démographique, le taux d'accroissement, les investissements en capital humain qui sont très importants, et on en parlera à nouveau demain, et surtout les changements de la structure par âge et des taux de dépendance et le fameux dividende démographique dont je vous ai déjà dit quelques mots, et qui est vraiment une des données sur lesquelles on travaille le plus actuellement. Alors pour répondre à ces défis démographiques, il y a évidemment des réponses d'autorégulation des populations, mais il y a aussi des politiques de population qui sont des actions des pouvoirs publics pour prévenir, retarder ou gérer des déséquilibres entre changements démographiques et les objectifs de développement. Et pour mettre en œuvre ces politiques de population, il y a des instruments. On peut planifier le développement, on peut faire des programmes spécifiques de planification familiale, de vaccination pour faire reculer la mortalité. On fait également des politiques nationales de population, et ces instruments ne sont pas toujours efficaces, on peut en discuter, mais on utilise certains leviers politiques pour mettre en œuvre ces interventions, soit l'information, les lois, les régulations, taxation et des investissements directs. On peut faire des investissements directs en planification familiale, on peut faire des lois qui relèvent l'âge au mariage, on peut faire une taxation soit en donnant des sommes aux couples féconds, comme ça se fait en Russie actuellement, soit au contraire en arrêtant les allocations familiales à partir d'un certain nombre d'enfants. Évidemment, toutes ces politiques de population s'exercent dans des variables contextuelles qui sont assez complexes, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'emploi, de la santé, de l'urbanisation dont on a parlé, de l'équilibre entre les genres, sujet important dont on n'a pas encore parlé, des normes culturelles et des croyances religieuses. Donc tout ça se fait dans un environnement qui n'est pas nécessairement très facile, parce que tout réagit sur les évolutions démographiques, et les évolutions démographiques elles-mêmes réagissent sur certains de ces éléments. Alors j'essaye rapidement de faire un petit historique des
politique de population, de 48 à 74, il y a eu des premières interventions en matière de population. Il y a d'abord eu un gros travail de collecte de données démographiques. Et ça, je crois que c'est très important. Entre les recensements, les enquêtes démographiques, on utilise maintenant des téléphones portables pour recueillir des données démographiques, des données d'état civil, des registres de population dans certains pays très développés, notamment en Belgique, en Europe du Nord, en Asie, et enfin des laboratoires de surveillance démographique, ceux du Navrongo au Ghana, que je n'ai pas eu l'occasion de visiter, et celui du MATLAB au Bangladesh que j'ai eu en revanche l'occasion de visiter. C'est assez impressionnant. Ce sont des collectes dans la durée, longitudinales de données démographiques. Alors il y a eu évidemment de premiers efforts pour combattre la mortalité, ça c'est très important, parce que ces politiques de population ont commencé par un souhait de faire baisser la mortalité, et ça s'est fait par des programmes de vaccination, par la lutte contre la variole, programme particulier, lutte contre la malaria, qui n'a pas été toujours couronné de succès. Récemment, il y a eu l'épidémie de sida qui a été dans une certaine mesure jugulée grâce aux antirétroviraux, mais là, dernièrement, vous avez suivi l'épidémie d'Ebola, et aux dernières nouvelles, le Libéria, qui devait être déclaré débarrassé de l'épidémie, a un nouveau cas d'Ebola il y a quelques jours, donc ce n'est pas du tout gagné, si je puis dire. Alors après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une croissance très rapide de la population, surtout en Asie, et il y a eu des interventions dans 3 pays précurseurs. Japon, où déjà il y avait des lois, la fameuse loi eugénique de 1948, l'Inde de 1952, premier grand pays à avoir une politique nationale de population en 1952, basée sur le planning familial. Et ensuite l'Égypte qui a commencé à réfléchir à ces questions de population, mais n'a pas fait vraiment grand-chose avant la fin des années 70, avec le résultat qu'on connaît, parce qu'une des causes, je pense, du printemps arabe, notamment en Égypte, c'est la poussée des jeunes sans emploi qui se retrouvent actuellement non satisfaits dans une économie qui n'est pas très performante. En même temps, il y a eu le début de la révolution contraceptive. Alors par révolution contraceptive, j'entends de passer d'une fécondité non contrôlée à une fécondité complètement contrôlée, et d'arriver environ, pour avoir la révolution contraceptive complète, à environ 75-80% de femmes qui utilisent une méthode moderne de contraception. On est loin du compte en Afrique actuellement, où on démarre à des niveaux de 15, 20, 25% peut-être dans certains cas de prévalence contraceptive. Bon, il y a quelques pays maintenant qui font mieux, l'Éthiopie, le Rwanda, etc., le Kenya, le Ghana, mais il faut arriver à peu près à 80% d'utilisatrices pour avoir ce qu'on appelle la révolution contraceptive, c'est-à-dire arriver au niveau de remplacement de la fécondité. Alors, il y a d'autres pays d'Asie, de l'Est et du Sud qui ont adopté des politiques de population axées sur la fécondité, et ces efforts internationaux ont été relayés par des organisations internationales. Et il y a eu aussi ce qu'on a appelé aux États-Unis le Population Movement, qui a été impulsé par des fondations américaines, Ford Foundation, Rockefeller, Population Council et toutes ces grandes fondations de la côte Est, et qui maintenant sont remplacées par des fondations de la côte Ouest, Gates, Hewlett et Packard Foundation. Mais de plus en plus, on arrive aussi à une approche beaucoup plus large du développement humain, où on ne met pas uniquement l'accent sur la planification familiale, mais également sur les avancées socio-économiques et l'éducation des femmes. Et je suis le premier à dire, notamment en Afrique, que le tout planning familial ne sera pas une solution, c'est une partie de la solution. Il faut faire également de l'éducation des femmes, de l'information, éducation, communication. Il y a énormément de choses qu'il faut faire et qu'il faut faire en synergie, alors que souvent on a fait des programmes qui étaient très ciblés sur la planification familiale et qui ont finalement connu des échecs relatifs en Afrique subsaharienne. Alors de 1974 à 2000, là je parlais de 1948 à 1974, 1974 c'était la première grande conférence de Bucarest, les questions démographiques deviennent un enjeu mondial, en particulier grâce justement aux grandes conférences de population.
Et je pense que certains parmi vous ont été à Bucarest, Mexico, le Caire en 1994. Dernière grande conférence, il n'y en a pas eu depuis lors, mais à la fin de l'année dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a consacré une séance d'une journée aux questions de population. En même temps que ces grandes conférences de population, il y a eu, qui ont été évidemment médiatisées, qui ont eu une répercussion mondiale. Je n'ai pas parlé de la conférence de Téhéran sur les droits de l'homme en 68, dont on ne parle pas beaucoup, et certaines conférences au préalable à Genève, Rome et Belgrade. Il y a eu de nouvelles institutions de population, International Planning, Planned Parenthood Federation de Londres en 1952, même année que la politique en Inde, 1952, l'USAID, le bilatéral américain en 1961, et le FNUAP en 1969. FNUAP qui a d'ailleurs été créé parce que l'OMS refusait de s'occuper de contraception. C'était un peu tabou, il y avait des gens dans le conseil d'administration qui étaient assez conservateurs, et on a dû créer une nouvelle institution des Nations Unies pour s'occuper de population et entre autres de planification familiale. Il y a eu dans tout cela une diminution du rôle des États-Unis parce qu'il y a eu un revirement des États-Unis à la conférence de Mexico, où finalement c'était le secteur privé qui allait emporter, qui allait amener la différence. Et puis il y a de nouveaux acteurs par rapport aux États-Unis, les Nations Unies, les pays européens et le Japon. Au moment où l'euro était très élevé, évidemment, beaucoup de sociétés de consultance, d'ONG, etc., se sont tournés vers les bailleurs européens qui ont pu, grâce à la surévaluation de l'euro, avoir un rôle assez important avec des financements relativement importants, notamment le bilatéral anglais, le DFID. Mais il y a tout de même actuellement le rôle fondamental des fondations américaines dont j'ai déjà parlé, et je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement ici en bas, même Bloomberg s'y met parce qu'il fait Bloomberg Philanthropies, et il a donné 50 millions de dollars au London Summit sur le planning familial en 2012 ou en 2013. Donc il s'implique aussi, bon, ils ne savent pas très bien comment s'y prendre, mais ils font appel à des sociétés comme la nôtre pour essayer de mettre en œuvre des programmes. Donc c'est assez intéressant de voir qu'une série de philanthropes américains commencent à s'investir. Évidemment, le plus important, c'est Bill et Melinda Gates. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, de briefer Melinda Gates sur la démographie africaine. Et c'est elle qui a lancé le sommet sur la démographie, le planning familial, le sommet de Londres, dont je parlerai. Par la suite, il y a eu une formalisation des politiques de population qui ont pris de manière beaucoup plus large toute une série d'autres secteurs en compte, l'immigration, l'urbanisation, l'éducation, et les États s'intéressent dans une certaine mesure davantage aux évolutions démographiques, mais malgré tout, la démographie, surtout quand il s'agit de faire baisser la fécondité dans un pays à forte fécondité, reste un sujet sensible, ça reste assez tabou. Beaucoup de dirigeants africains ne sont pas totalement convaincus qu'il faille agir avec une certaine urgence, je dirais, sur ces questions. Il y a également eu une réorientation des priorités et des méthodes dans les politiques de population, et ce qui est fondamental, c'est qu'en 1994, la conférence du Caire a amené un nouveau paradigme qui est celui des droits de la reproduction, des droits reproductifs, des droits individuels. On ne fait plus du tout des politiques comme on faisait en Chine, qui étaient coercives, et comme on a fait en Inde dans les années 75-77 lors de l'emergency. Maintenant, la conférence internationale sur la population et le développement au Caire en 1994 a affirmé les droits et les besoins des individus et préconise également une approche multisectorielle. Le problème, malgré tout, c'est que tout cet effort en planning familial a été un petit peu a déraillé quelque peu parce qu'il y a eu l'épidémie de VIH/SIDA qui a mobilisé des financements considérables et qui a distrait, si vous voulez, l'attention des dirigeants internationaux
par rapport aux questions de population. Maintenant, les choses sont en train de se rééquilibrer, notamment grâce au sommet de Londres de 2012 qui a été réuni à l'instigation de Melinda Gates justement et du DFID, Department for International Development, le bilatéral anglais. Et donc il y a un léger changement de nouveau d'orientation, mais il y a quand même eu, je dirais, une dizaine ou une quinzaine d'années pendant lesquelles le momentum, ce n'est pas le momentum démographique dont je parle ici, mais le momentum des programmes de population s'est quelque peu érodé, s'est émoussé. Et là, il y a du temps à rattraper. Il y a quand même 222 millions de femmes actuellement dans le monde qui expriment des besoins non satisfaits pour des services de planification familiale. Et le sommet de Londres voudrait fournir des services de cette nature entre 2012 et 2020 pour environ 120 millions de couples et pour un coût total de 8 milliards de dollars par an. Donc c'est un effort considérable qui doit être porté à nouveau sur les problèmes de planification familiale. Vous connaissez probablement tous les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été adoptés en 2000 par les Nations Unies, mais qui ont négligé au départ les questions de santé de la reproduction parce que c'était de nouveau, c'était une patate chaude. L'UNICEF ne voulait pas vraiment se mouiller, le Saint-Siège est dans le conseil d'administration de l'UNICEF, donc personne ne voulait parler de ces questions et on a laissé les choses de côté, on n'a pas vraiment parlé de la contraception. Mais finalement, la réalisation de 7 des 8 objectifs dépend des variables démographiques. Et en fin 2015, les ODM seront remplacés par les SDG ou les Sustainable Development Goals, dans lesquels on va cette fois-ci mettre l'accent sur l'éducation secondaire et pas seulement primaire. Et on va probablement mettre l'accent davantage sur les questions de droits des femmes. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 2005, il y a un collègue, Stan Bernstein, qui travaillait à l'UNFPA et qui s'est agité comme un diable dans un bénitier et qui a réussi à remettre une cible 5B pour l'objectif du millénaire numéro 5 sur la santé de la reproduction et qui a vraiment remis la contraception. Mais ça a été une sorte de... On a essayé de récupérer la chose en mettant une nouvelle cible, le Target 5B, pour la contraception. Mais vous voyez quand de nouveau on a perdu du temps et même entre 2000 et 2005, le temps de mettre en place des programmes, etc., on a perdu un petit peu le momentum, l'élan qu'on avait trouvé et tout ça c'est un peu, je ne dirais pas que c'est la faute du CARE, loin de là, mais je pense que le CARE, il y a eu un changement de paradigme en 1994, les droits de la reproduction, mettre tout ça en place, en même temps la crise du sida. Donc vous voyez que les choses ne sont pas si simples. Il y a des tas de contre-courants qui se présentent et souvent la démographie et les démographes doivent travailler dans un contexte international où peut-être peu de gens s'intéressent à la démographie. Il y a le réchauffement climatique, il y a la gouvernance, il y a la crise alimentaire, il y a le terrorisme, la sécurité. Et nous, on est là en tant que démographe, un peu des Cassandres, en essayant de dire oui, mais faites quand même attention parce que votre population double tous les 25 ans. Il faut quand même assurer les investissements nécessaires dès maintenant. Alors, je vous présente ici 2 affiches amusantes. Il y en a une à Singapour, Please Stop at 2. Il y en avait une en Jamaïque, Two is better than too many, qui était assez comique. Et là, ce sont des affiches qui ont eu un vrai succès. Enfin, à Singapour, il y a eu un vrai succès. Maintenant, il faut faire machine arrière et essayer d'avoir une politique pro-nataliste. On parle beaucoup de Singapour pour le moment, puisque Lee Kuan Yew vient de disparaître. Et alors, en Corée, là, j'ai été voir moi-même. J'ai pris un taxi pour aller voir ce phare. C'est en fait un phare, c'est à Busan.
C'est une ville près de la mer. Et là, ils ont mis un phare en forme de biberon. Alors, je ne sais pas si ça va avoir un grand effet sur la fécondité, parce que c'est peut-être la dernière chose à laquelle on pense quand on fait des bébés, ou à laquelle on souhaite penser quand on fait des bébés. Mais enfin, c'est un symbole pronataliste. Je ne sais pas si ça a eu beaucoup d'efficacité. Et justement, j'en arrive à l'efficacité des politiques de population. Et en gros, on peut dire que, d'après la littérature, d'après les enquêtes du MATLAB, etc., on a environ entre un demi et un enfant et demi de moins grâce au programme. Alors, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le silver bullet, comme disent les Américains, mais c'est quand même quelque chose qui est important et qui vient s'ajouter à d'autres efforts, les efforts d'éducation des femmes, relèvement de l'âge du mariage. Donc, de nouveau, loin de moi l'idée d'être un pur planning familial. Je crois que c'est très important, mais ce n'est pas la solution unique. Elle doit s'inscrire dans d'autres politiques qui sont multisectorielles, etc. Au MATLAB au Bangladesh, voilà des bateaux au MATLAB, il y a eu des expériences, des enquêtes, des données, et c'est eux qui ont permis, entre autres, de dire qu'il y avait entre 0,5 et 1,5 enfants de moins par femme grâce au programme de planification familiale. Alors j'en arrive maintenant à la dernière partie de cette présentation et je vais essayer de jeter un coup de projecteur sur un petit peu les nouveaux défis démographiques. Et pour ce faire, j'ai pris un exemple que j'ai trouvé parlant, qui je pense est tiré de mon livre. J'ai pris l'Allemagne et l'Éthiopie. Deux pays très différents. Il se fait que j'étais en Éthiopie il y a quelques semaines pour un travail sur le dividende démographique. Vous voyez que les populations sont relativement voisines, mais ce qui est intéressant, c'est de comparer d'abord les taux de fécondité. L'Éthiopie est quand même un cas intéressant parce qu'ils avaient 7,2 enfants en 1990 et maintenant ils sont à 4,1 enfants. Ils ont monté la prévalence contraceptive environ de 5-6% à peu près 40-42%. Tout ça sur 25 ans ou moins de 25 ans, ce qui est assez rapide, et c'est qu'ils ont donc connu une croissance de la prévalence contraceptive de l'ordre de 2,5 points de pourcentage par an, ce qui est pas mal du tout, et c'est grâce à des équipes d'agents de santé. Ils en ont déployé 35 000, je pense, dans tout le pays, les fameux Health Extension Workers. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'étais très très content de pouvoir le rencontrer, l'ancien ministre de la Santé, Tedros Ghebreyesus, en Éthiopie, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères, numéro 2 du régime, etc., mais qui est évidemment quelqu'un du Tigray, parce que tous les gens importants en Éthiopie viennent du Tigray, c'est pas de surprise. Mais c'est lui qui a mis en place ce programme de 35 000 Health Extension Workers, avec le financement d'ailleurs de la Banque mondiale, mais pas uniquement. Et ça a eu des effets vraiment importants, et on voit le résultat ici, parce qu'ils étaient à 7,2. En 90, ils sont à 4,1. Évidemment, quand on regarde le nombre de naissances annuelles, on en a beaucoup plus en Éthiopie, on a beaucoup moins de décès parce que la structure par âge est très jeune, et on voit, je fais quelques chiffres ici sur les espérances de vie, etc., mais on voit qu'il y a tout de même une sorte de fossé entre des pays développés et des pays en développement, mais on voit aussi peut-être dans le cas de l'Éthiopie qu'il y a une possibilité éventuellement de convergence et de rattrapage de ces pays avec un certain retard, parce que finalement, du temps de Mengistu, on ne parlait pas beaucoup de population. L'Éthiopie s'est mise assez tard à faire de la planification familiale. Il y a 25 ans qu'ils en font, et même c'est surtout sur les 15, voire les 10 dernières années que le mouvement s'est précipité. Mais la question, bien entendu, va être de savoir dans quelle mesure l'Éthiopie pourra aller jusqu'au bout de cette transition de fécondité. Est-ce qu'ils vont arriver au 2,1 ? Et là, en examinant de plus près les chiffres des enquêtes de démographie et de santé, il y a une mini-enquête DHS en 2014, si je ne m'abuse. On voit bien qu'il
il y a un gap, un disconnect qui se produit entre les besoins non satisfaits pour espacer les naissances et les besoins non satisfaits pour les limiter. Donc on est d'accord pour espacer les naissances et on est moins d'accord pour les limiter. Il y a toujours un nombre désiré d'enfants qui est très élevé. Donc il y a toujours des réticences culturelles, religieuses, etc., qu'il faudra surmonter si on veut arriver à cette transformation démographique beaucoup plus rapide. Je me tourne maintenant, et ce sera le dernier exemple de pays, vers un autre pays qui possède la bombe atomique, mais qui a aussi une bombe démographique, c'est le Pakistan. Et on voit ici que nous avons fait des projections différentes au PRB de celles des Nations Unies et on avait un chiffre beaucoup plus élevé de population. Pourquoi? Parce que nous avions eu l'occasion d'avoir la dernière enquête DS, enquête de démographie et de santé, qui montrait justement que la fécondité était toujours à environ 3,85 enfants par femme. Vous admirez la précision des démographes. Ils s'occupent souvent du deuxième chiffre après la virgule et pas du chiffre qui est avant la virgule. En fait, je plaisante. Ça se trouve qu'au Pakistan, d'après la projection du PRB, c'était des projections qui ont été faites en 2013, pas 2014, on aurait à peu près 92 millions d'habitants en plus par rapport à la fameuse hypothèse moyenne des Nations Unies. Et de nouveau, ça pose une série de problèmes. Bon, le Pakistan a des problèmes spécifiques. Il a fait une décentralisation, le fameux amendement 18 de la Constitution. Il n'y a plus de ministères fédéraux de la santé ou de l'éducation. Il y a des ministères selon les régions. Donc c'est un peu la pagaille entre le Punjab, le Sindh, le Baloutchistan. C'est une pagaille totale. Donc il n'y a pas vraiment la possibilité de mettre en place cette politique, une politique volontariste, si je puis dire, tout en respectant les droits de l'homme. Alors, il y a eu un livre dont j'étais peer reviewer qui a été publié par le Population Council, par Zeba Sattar, qui est une amie, une collègue et probablement la meilleure démographe actuellement au Pakistan. Tout ça pour dire que ces dernières années, il y a eu une remise à l'honneur de la planification familiale avec le sommet de Londres et la fondation Bill et Melinda Gates. Et on la voit ici lors du sommet de Londres, vous l'aurez reconnu. Et pour conclure, je voudrais insister, c'est un peu les 3 messages clés de mon petit livre, et je vous les livre. On peut agir sur les évolutions démographiques. Je crois qu'il y a moyen de le faire même à court terme, même sur les 5 ans, les 10 ans qui viennent, il y a moyen d'agir et de peser sur les évolutions démographiques. Avec un certain degré d'efficacité. Ce n'est pas toujours garanti, mais il y a moyen d'avoir un certain degré d'efficacité, mais surtout en respectant les droits de l'homme. Et c'est un peu la conclusion que je voudrais apporter. Je reviendrai sur ces conclusions demain, parce que beaucoup de gens pensent que la démographie est une science complexe. C'est des tendances lourdes qui évoluent lentement, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et on entend souvent ce genre de discours quand vous parlez à des chefs d'État ou des ministres, premiers ministres, des ministres du plan, ministres des Finances, et puis ça coûte, il faut faire ceci. Et en fait, il y a moyen d'agir sur les évolutions démographiques avec un certain degré d'efficacité, tout en respectant les droits de l'homme, et c'est ça l'apport de la conférence du Caire, qui avait été précédée en 1968 par la conférence de Téhéran. Je vous remercie.